Tôt ce matin-là, l'USS Abraham Lincoln était occupé à livrer la démocratie à raison de près d'1 millier de kilogrammes à la fois au-dessus de l'Iran, lorsque soudain la routine matinale vola en éclats. Un Hawkeye en orbite détecta la signature incontestable de 4 missiles balistiques en approche et des dizaines d'autres contacts aériens. Le porte-avions et ses 2 destroyers ne disposaient que de quelques secondes pour réagir. À bord de l'USS Spruant, le radar espion du navire balaya 30 contacts à basse altitude. Une ligne décalée poussant vers le sud depuis la brume côtière, à peine 100 nœuds. À 150 km à l'est, l'USS Michael Murphy en dénombrait 28. L'officier d'action tactique du Spruant, le TAO, l'officier responsable de chaque système d'armes à bord, classa les contacts en 4 secondes. Des drones d'attaque unidirectionnels, le modèle bon marché d'origine iranienne. Chacun valait moins qu'un vieux camion de chantier, mais chacun transportait suffisamment d'explosifs pour éventrer une salle des machines ou déchiqueter une antenne radar. Il ne perdit pas une seconde. Le système de diffusion interne du navire retentit à travers chaque haut-parleur du bâtiment. Poste de combat, tout le personnel rejoint son poste de combat par tribord en montant vers l'avant et par bâbord en descendant vers les sorties. Raison du poste de combat. Contact aérien en approche. Chaque écoutille claqua. Les marins sprintèrent vers les armoires de réparation. L'hélicoptère MH-60 Romeo s'arracha du pont d'envol et vira plein est vers sa station de guet. Des Hellfire fixés sous les rails. Le tireur de porte scrutait déjà la surface. Sur le pont des signaux, 2 marins actionnèrent un dispositif de guerre électronique, une sorte de leurre émetteur. Imaginez que le navire diffuse une fausse copie de lui-même à plusieurs kilomètres de sa position réelle. Comme si quelqu'un avait envoyé un tueur à gages à votre domicile, mais que vous aviez échangé votre numéro de maison avec celui du voisin que vous n'avez jamais apprécié. Il se présente à la mauvaise porte et vous regardez sa confusion depuis votre salon. Sur le Murphy, même annonce, même sprint vers les postes de combat. À environ 15 km du Spruant, le canon MK-45 de 127 mm pivota sur le relèvement des drones et ouvrit le feu. Des obus de 30 kg équipés de fusées à temps variable. L'anneau de fragmentation expansif accomplissait le travail à partir d'une trentaine de mètres, ce qui signifiait que le canon n'avait pas besoin d'un impact direct. Il lui suffisait d'être proche. Le premier éclatement aérien abattit 2 drones. Un troisième absorba des fragments, perdit un moteur, continua de voler sur l'autre. Le chargeur automatique cadençait à 20 coups par minute, tandis que les chargeurs dans le soute profonde alimentèrent l'obus en un rythme que l'équipage sentait à travers la semelle de leurs bottes. Verrouillage, rupture, reacquisition, 3 secondes par cycle, 400 mètres de rapprochement dans l'intervalle. 24 contacts, 21, à 150 km à l'est, le canon de 127 mm du Murphy exécutait la même séquence. Les servants des mitrailleuses lourdes de calibre 50 prenaient en charge ceux que le canon ne pouvait pas atteindre. À 7500 mètres d'altitude au-dessus des 2 navires, le Hawkeye transmit une mise à jour du rapport balistique. 4 ogives à l'apogée, amorçant leur descente, 15 minutes avant l'impact sur le Lincoln. Le rapport fut diffusé à chaque bâtiment du groupe aéronaval. Le Spruant et le Murphy en prirent note et continuèrent de tirer sur les drones. Il n'y avait rien d'autre qu'ils pussent faire à ce moment-là. Le Spruant était redescendu à 18 contacts de drones lorsque le jeune officier de quart, surveillant le radar de surface, brisa complètement le rythme. Contact de surface au relèvement 085. Rapide, 40 nœuds, en approche. Des vedettes rapides des gardiens de la révolution islamique, des hors-bords screaming depuis l'Est. Certains étaient aménagés en engins d'attaque unidirectionnels avec suffisamment d'explosifs dans la proue pour percer la coque d'un destroyer à l'impact. Le canon de 127 mm était pointé vers le nord sur 18 drones toujours en approche. Les vedettes venaient de l'Est. Une seule pièce principale, 2 relèvements, et aucune version de cette équation qui fonctionnait proprement. Le navire gîta fort sur bâbord à pleine vitesse. L'objectif était de projeter un mur d'eau blanche depuis la poupe. Cela ne coulait pas des embarcations de 15 mètres, mais cela transformait une meute coordonnée en un désordre éparpillé. Une douzaine de vedettes attaquant ensemble pouvaient submerger les défenses d'un navire.
Ces mêmes 12 vedettes attaquant l'une après l'autre n'étaient que des cibles d'entraînement. Briser leur formation les forçait à ralentir et à se réorganiser. Et cela achetait du temps. Le temps était la seule monnaie qui restait à l'équipage. Le canon stabilisé Mk-38 de 25 mm trouva la vedette de tête à 2500 mètres sur un pont roulant à 15 degrés et promena ses traçantes sur l'eau jusqu'à ce que le compartiment moteur explose. Le MH-60 Romeo s'occupa de la deuxième, un Hellfire dans la coque, net et décisif. L'hélicoptère disposait encore de 7 missiles. Les vedettes restantes se dispersèrent pour se regrouper. À 150 km à l'est, le radar de surface du Murphy produisit le même appel 30 secondes plus tard. 8 vedettes rapides au relèvement 270, surgissant des eaux côtières peu profondes à l'ouest. Le TAO du Murphy avait 16 drones toujours en approche par le nord et 8 vedettes par l'ouest, et son canon de 127 mm ne pouvait pointer que dans une seule direction à la fois. Il le fit pivoter vers l'ouest en direction des vedettes, parce qu'une embarcation chargée de plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs représentait la menace la plus dangereuse. Il accepta le risque au nord et confia le Mk-38 et les mitrailleuses 50 au drone, tandis que le 127 mm engageait les cibles flottantes. Ce n'était pas une solution propre. Il n'existait pas de solution propre. Il prit la décision et l'assuma. La neutralisation des vedettes prit 3 minutes. D'ici là, le nombre de drones sur le Murphy était redescendu à 9, tous à guidage optique, tous toujours en approche. Le canon de 127 mm pivota à nouveau vers le nord. Sur le Spruant, les vedettes rapides fuyaient et le nombre de drones était tombé à 8. Le Phalanx prit le relais sur les fuyards. 20 mm, plus de 4000 coups par minute. Entièrement autonome, parce qu'à portée terminale, il ne reste plus de temps pour une autorisation humaine. Si R2D2 avait eu un grand frère qui aurait fait l'impasse sur le charme pour aller directement en thérapie comportementale, voilà à quoi il aurait ressemblé. Un dôme blanc sur le pont qui pivote vers tout ce qu'il n'approuve pas et les faces du ciel. Il détecte un contact, le classifie et tire. Plusieurs drones entrèrent dans son enveloppe d'engagement et cessèrent d'exister. Pendant environ 4 secondes, les équipages respirèrent. Puis les 2 opérateurs de guerre électronique rompirent le silence. Vampire, vampire, vampire. L'appel arriva en premier sur le Spruant, puis sur le Murphy 11 secondes plus tard. Une batterie de missiles anti-navires côtières avait construit une solution de ciblage passive pendant les 45 dernières minutes. Observant sans émettre, accumulant des données de relèvement et de vitesse sur les 2 destroyers sans jamais rayonner assez longtemps pour attirer l'attention. Elle était restée là dans l'obscurité, à écouter les propres émissions des navires, reconstituant leur vitesse et leur cap comme un joueur de poker qui lit les tels sans jamais montrer ses propres cartes. Et elle avait choisi ce moment délibérément. Les 2 navires venaient de brûler de précieuses minutes à combattre des drones et des vedettes rapides. Les drones et les vedettes n'avaient jamais été destinés à couler quoi que ce fût. C'était le numéro d'ouverture, conçu pour vider les munitions, épuiser les opérateurs et pointer chaque système d'armes des 2 navires dans la mauvaise direction pour ce qui allait suivre. Les missiles anti-navires, la copie iranienne affinée du C-802 chinois, rasaient la surface à 5 mètres d'altitude. À l'intérieur du nez, un chercheur radar actif scrutait les destroyers avec 165 kg d'ogives derrière lui. Et ils étaient déjà lâchés avant que les TAO puissent pleinement traiter le rapport de guerre électronique. 4 missiles à la hauteur des vagues, approchant à tout juste moins de la vitesse du son depuis le nord-ouest. La géométrie était intentionnelle. La batterie avait tiré au moment précis où les 2 navires disposaient d'un temps d'engagement minimum et d'une distraction maximum. Le Spruant avait encore 9 drones dans son enveloppe d'engagement extérieur. Le Murphy en avait 7. Aucun des 2 TAO ne pouvait simplement ignorer un problème pour s'attaquer à l'autre. Il devait gérer les 2 simultanément avec ce qui restait dans les soutes à munitions. Pendant ce temps, une 3e crise se poursuivait. Les 4 ogives balistiques que le Hawkeye suivait depuis 13 minutes continuaient leur descente vers le Lincoln. 13 minutes. Aucun des destroyers ne pouvait les toucher. Cela n'avait pas changé. Le TAO du Spruant activa le système de lancement vertical pour la première fois de toute la matinée. 3 missiles SM, 2 jaillirent des cellules avant.
Les illuminateurs de conduite de tir SPG-62, ces faisceaux radars qui guident le LSM-2 vers sa cible en phase terminale, pivotèrent vers le nord-ouest et commencèrent à partager leur temps sur 4 cibles en approche. Chaque illuminateur du navire abandonna le relèvement des drones. Les mitrailleuses 50 furent tout ce qui restait face aux drones. Des roquettes à leurres thermiques et chaffes fusèrent du lanceur, diffusant des signatures radars plus grandes que le navire lui-même, l'équivalent nautique de déclencher l'alarme d'une voiture de l'autre côté de la rue pour détourner l'attention de votre propre porte. Le navire gîta fort sur tribord à pleine vitesse pour compliquer la géométrie terminale du chercheur des missiles adverses en présentant la plus petite section radar possible. Sur le Murphy, même séquence. 2 SM, 2 dehors, illuminateur vers le nord-ouest. 7 drones désormais non engagés au nord, sauf par le Phalanx, qui était autonome et traiterait ce qu'il pouvait. Le leurre électronique du Murphy fonctionnait depuis le poste de combat et avait déjà dévié plusieurs trajectoires de drones vers l'océan vide. Mais les drones à guidage optique n'y étaient pas sensibles et convergeaient vers un secteur où tous les systèmes d'armes sophistiqués pointaient dans une direction différente. À 7500 mètres au-dessus d'eux, le Hawkeye transmit une nouvelle mise à jour balistique au groupe aéronaval. 4 ogives en descente, 12 minutes avant l'impact sur le Lincoln, à Mach 5 et accélérant dans la phase terminale. Mais ce que ni le Spruant ni le Murphy ne savaient, ce dont personne dans aucun des 2 centres d'information de combat n'avait été informé, c'était qu'un 3e destroyer américain observait l'intégralité de l'engagement se dérouler sans avoir prononcé un seul mot. Le Frank Peterson Jr., le destroyer spécialisé dans la défense antimissile balistique du groupe aéronaval, suivait l'engagement sur le réseau depuis le tout début. Son centre d'information de combat était d'un calme de bibliothèque, non pas parce que son équipage ne travaillait pas, mais parce qu'il n'avait qu'une seule mission et qu'elle n'était pas encore arrivée. Les veilleurs avaient suivi chaque engagement des 2 destroyers. Ils n'avaient rien dit, ils avaient préservé leurs munitions. Le Peterson emportait des missiles SM-3, en plus des SM-2 et SM-6 standards. Le SM-3 est un intercepteur exo-atmosphérique, ce qui signifie qu'il quitte entièrement l'atmosphère terrestre pour accomplir sa mission. Imaginez frapper une balle avec une autre balle, sauf que les 2 balles voyagent à 10 fois la vitesse du son et que l'une d'elles se trouve dans l'espace. Le véhicule intercepteur se sépare de la fusée dans l'exosphère et entre en collision physique avec la cible. S'il la rate d'1 seul mètre, l'ogive frappe le Lincoln. Le TAO construisait des solutions d'interception depuis l'apparition des premières traces balistiques dans le rapport du Hawkeye. Il avait 4 traces et 4 SM-3. Il attendait que la géométrie se résolve proprement. À 160 km au nord, les destroyers étaient toujours dans une lutte pour leur survie. Sur le Spruant, le premier missile adverse éclata à 20 km, un éclair à l'horizon. L'illuminateur pivota vers la cible suivante, le deuxième à 15 km, le troisième et le quatrième quelques kilomètres après. Aucun n'atteignit sa cible. Le Spruant était intact. Sur le Murphy, la géométrie était plus difficile. 3 SM-2 pour 2 missiles adverses en approche. Mais ces illuminateurs partageaient leur temps parce qu'il avait tiré 3 missiles sur 3 cibles avec 3 SPG-62 pour les guider. Voilà le problème. Un SM-2 ne peut pas voir par lui-même dans les dernières secondes de vol. Il a besoin que le navire maintienne un faisceau radar sur la cible, comme une lampe de poche, suivant un oiseau pour que quelqu'un d'autre puisse tirer. Le Murphy avait 3 lampes de poche pour 3 missiles venant d'angles différents à tout juste moins de la vitesse du son. Et chaque fois qu'il basculait entre elles, le missile volait à l'aveugle pendant 400 mètres. Le premier SM-2 s'imposa à 15 km. Le second perdit sa cible sur l'un de ses angles morts lorsque le Murphy manœuvra violemment pour éviter le raté. 2 autres SM-2 quittèrent les rails. Ils atteignirent leur cible à 10 km. Le Murphy était intact, mais si l'Iran n'avait marqué aucun impact, il avait réussi à gaspiller un temps précieux en détournant l'attention de la véritable menace, ses missiles balistiques. À l'intérieur du CIC du Peterson, le TAO avait enfin les solutions d'interception qu'il attendait. 3 des 4 traces étaient en propre, décélération stable, arc prévisible, la géométrie pour laquelle le système Aegis de défense antimissile balistique avait été conçu. La 4e était anormale, trajectoire plus basse, décélération irrégulière,
ne correspondant pas au profil standard de rentrée atmosphérique d'un Shahab 3. Sur le pont d'envol du Lincoln, l'officier de catapulte recula d'un Super Hornet positionné sur la catapulte, les deux réacteurs à la puissance militaire. Un SM-3 à haute altitude ne distingue pas entre une ogive iranienne et un chasseur américain plein de carburant. Le pont se figea, chaque aéronef s'immobilisa. Le pont d'envol le plus actif de la 5e flotte devint silencieux et regarda la fumée s'élever depuis un destroyer à quelques kilomètres au nord. 5 SM-3 quittèrent les cellules du Peterson en 5 secondes. Les fusées traversèrent l'atmosphère et les véhicules intercepteurs se séparèrent dans l'exosphère, au-dessus des nuages, au-dessus de l'air, au-dessus de tout, sauf des 4 traces tombant vers un porte-avions et les froides mathématiques d'une géométrie de fermeture. Un impacteur cinétique de la taille d'un bagage à main, voyageant à plus de Mach 10, guidé par un chercheur qui devait résoudre en temps réel un problème de calcul différentiel qu'un mathématicien humain mettrait des années à traiter, trouvant un véhicule de rentrée atmosphérique de la taille d'un réfrigérateur au sommet de l'atmosphère. 3 impacts propres en rapide succession. 3 traces rouges cessèrent de se mettre à jour. Le CIC exhala. 3 sur 4. Puis la 4e trace se divisa. À 21 000 mètres d'altitude, le retour radar se sépara. Un objet décélérant fortement, la signature d'un leurre se détachant et perdant délibérément de la vitesse. L'autre maintenant sa vitesse terminale maximale. Le SM-3 assigné à cette trace avait été conçu pour cela. Son véhicule intercepteur réacquit l'objet le plus rapide, celui qui ne ralentissait pas, celui qui avait encore un endroit où aller, et s'ajusta. Pas de beaucoup. Suffisamment. Impact. Le véhicule de rentrée se disloqua au-dessus de l'atmosphère. Les débris brûlèrent dans leur descente. 4 sur 4. Le pont du Lincoln reprit vie. Il était temps d'envoyer une carte de remerciement aux Iraniens pour leur cadeau de ce matin. Le Hawkeye avait les coordonnées de lancement balistique depuis le tout début. Référence de grille au fond de la vallée, relèvement verrouillé depuis l'allumage des moteurs. Et maintenant, l'Iran allait découvrir les conséquences. 2 FA-18 du squadron V, FA-41 Black Aces décollèrent depuis les catapultes bâbord du Lincoln. Le A-18, Growler du VAQ-133 décolla derrière eux, la variante de guerre électronique emportant le brouilleur de nouvelle génération ALQ-249 à la place des armements. La LQ-249 ne tirait rien. Il transmettait, inondant les fréquences radar iraniennes d'assez d'interférences pour que tout opérateur de défense aérienne côtière encore en service voit ce qui ressemblait à une panne d'équipement et non à 2 Super Hornets volant vers le nord à basse altitude en pénétrant dans son pays. Le groupe pénétra dans l'espace aérien iranien et prit de l'altitude. L'officier des systèmes d'armes du Hornet de tête, l'opérateur arrière gérant la nacelle de désignation pendant que le pilote volait, balaya l'autoroute côtière à l'est du port avec le système de ciblage infrarouge avancé ATFLIR. Le système résolvait des véhicules individuels à des distances qui auraient fait pâlir un satellite de reconnaissance à travers un champ de vision à peu près de la taille d'un tube de papier hygiénique. Camions de fret, ravitailleurs de carburant, bus. Quelque part dans ce flux en direction du sud, des lanceurs érecteurs transporteurs, ces lourds camions militaires qui transportent des missiles balistiques, roulaient vers les portes blindées à 35 km/h. Derrière ces portes, des râteliers de rechargement, des Shahab 3-9, la capacité de recommencer dès le lendemain. Cela ne pouvait pas se produire. Première floraison thermique à 25 km. Chaleur résiduelle filtrant à travers le châssis d'un camion depuis un moteur à propergol solide qui avait brûlé moins d'1 heure auparavant, toujours en train de cuire à travers le cadre. L'opérateur pivota vers le sud. Une autre floraison. 2 autres, décalés dans la voie sud, ralentissant déjà pour l'embranchement qui menait à la route d'accès du tunnel. Dealer 11, carburant restant 7200 kg. 22 minutes pour rentrer avec une réserve de carburant réglementaire. 18 minutes d'utilisation effective au-dessus de l'objectif. Les cibles atteindraient l'entrée du tunnel dans 4 minutes. Puis, du coin de l'œil, le pilote vit une forme bouger dans la lisière d'arbres sur le versant sud de la colline. Une floraison infrarouge monta du talus.
Un équipage Manpad, un système d'armes anti-aérien portable. Un seul soldat avec un missile thermoguidé qui ne produit aucun avertissement radar, aucune indication de lancement, rien, jusqu'à ce qu'un point lumineux s'élève du sol vers votre tuyère. L'ailier l'identifia 2 secondes après l'allumage. Virage serré à droite, défense. Les leurres thermiques se déversèrent en séquence. Le missile en poursuivit un jusqu'au flanc de la colline. L'ailier se dégagea de l'objectif, nez haut, perdant à la fois de la vitesse et de la position d'attaque. Et cela lui coûta 90 secondes qu'il n'avait pas. Au moment où il revint ailes horizontales et réacquit l'autoroute, les premiers lanceurs avaient couvert 200 mètres supplémentaires vers le virage. Le chef de patrouille vérifia 4 choses dans la même seconde. Carburant, 15 minutes d'utilisation et en baisse. ATFLIR, montrant le lanceur de tête à 100 mètres du virage d'accès. Ailier toujours en remontée vers l'altitude d'attaque. Encore 60 secondes avant de pouvoir réintégrer le combat. Et une deuxième floraison infrarouge se déplaçant vers le sud dans la lisière d'arbres. Un deuxième équipage repositionnant le long de la crête pour couper l'angle d'attaque que le chef venait de traverser. 2 équipages Manpad dans les arbres. Un seul aéronef en position de passer à l'attaque. 60 secondes avant que l'ailier soit de retour. 90 secondes avant que ces camions soient derrière des portes blindées qui ne s'ouvriraient pas avant le prochain ordre de tir. Dealer 1-2 de retour dans 60. Le chef ne répondit pas. Il était déjà en descente. Les 2 premiers lanceurs remplirent le viseur de l'ATFLIR. Personnel au sol en infrarouge, s'agitant, déconnectant les câbles ombilicaux. Une silhouette déjà en train de courir vers la lisière d'arbres sur un vecteur qui suggérait une évaluation correcte de son avenir immédiat s'il restait en place. Le chef largua. 2 GBU-38 se détachèrent des rails et l'avion bondit sous l'allègement du poids. Les empennages de guidage s'ouvrirent en claquant. Guidage GPS, 500 livres par bombe vers des camions toujours en mouvement à l'arrivée des munitions. Les 2 détonèrent dans la même seconde. Le fond de la vallée se disloqua. Des incendies secondaires montèrent des systèmes de carburant déchirés. L'ailier était déjà en descente d'attaque. 2 autres, GBU-38. Largage propre. L'ATFLIR cadra l'entrée du tunnel dans son champ de vision. Ouverte, porte blindée rétractée, vide de tout ce qui était supposé y pénétrer. Le groupe vira vers le sud, les jauges de carburant touchant l'ambre. Le growler maintint son orbite de brouillage encore 90 secondes, puis s'écarta. La LQ-249 continuait à émettre jusqu'à ce que les aéronefs soient pieds mouillés au-dessus du golfe et qu'il ne reste plus rien qui valût la peine d'être brouillé.